Et c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, la fin et les moyens de Brian Garfield. Voyez-vous, monsieur le juge, en ce qui concerne la fin de mon roman, à bien y réfléchir, je trouve qu'elle est empreinte d'un certain cynisme sur le plan moral. Mon personnage se place au-dessus de la loi. C'est un peu comme si la fin justifiait les moyens. Est-ce bien? Est-ce mal? J'aimerais connaître votre sentiment, monsieur le juge. Le juge posa sa tasse de café et sourit légèrement, ce qui accentua les rides autour de ses yeux malicieux. Mon cher Harry, si vous voulez un jugement purement moral, il vaudrait mieux vous adresser à un prêtre. Cela fait de nombreuses années que je fréquente les cours de justice, tribunal de police correctionnel, cour d'appel. J'ai été, comme bien vous pensez, témoin de détournement de la loi. Trop souvent. Mais pas toujours au détriment de la justice. Je suis d'accord avec vous pour affirmer qu'il est moralement désastreux de laisser croire que la fin justifie les moyens. Sur le plan des principes, s'entend. Mais la justice n'est pas une notion abstraite, Harry. C'est un principe directeur qui devrait être adapté aux circonstances pour chaque cas individuel. Voyez-vous, il m'est arrivé quelquefois de faire la loi moi-même, et aussi de l'enfreindre, ouvertement, quand cela servait ce que j'estimais être l'intérêt de la justice. Mon cher Harry, je suis totalement incapable de faire la critique de votre manuscrit. Tout ce que je peux vous proposer, c'est une parabole, une anecdote, pour illustrer ma pensée. Permettez-moi de vous la conter. C'est une histoire véridique. À l'époque, croyez-moi, cela m'a posé un sacré cas de conscience, mais j'en ai tiré beaucoup de profit et je crois que cela m'a permis de devenir meilleur juriste. À cette époque, j'étais procureur général adjoint. J'étais jeune, honnête et bourré de principes rigides, et qui plus est, quelque peu ambitieux. C'était en 1931, je crois, à une année près. En tout cas, cela se passait pendant la Prohibition. La loi Volstead était en vigueur depuis une bonne dizaine d'années. Ici, dans la région du Sud-Ouest, le commerce illégal de l'alcool s'était développé pour devenir florissant. C'était un marché énorme. Mais comme cette activité était illégale, elle avait entraîné l'apparition de bandes organisées. C'était le début de ce qu'on appelle aujourd'hui le syndicat du crime. La production et la distribution de l'alcool étaient devenues une véritable industrie. Ce marché était beaucoup plus important que celui de la drogue de nos jours, car les consommateurs étaient infiniment plus nombreux. La moitié de la population, au moins, était concernée. De ce fait même, dans une petite ville de province comme Tucson, nous nous sommes trouvés confrontés à une puissante organisation criminelle. Le trafic de l'alcool avait eu pour conséquence un accroissement de la population criminelle, voyez-vous. Ce qui effrayait les honnêtes gens, c'était la crainte de voir notre société dominée par la pègre. La pègre qui achetait les hommes politiques, qui extorquait de véritables fortunes aux hommes d'affaires en pratiquant leurs raquettes. Nous étions très inquiets et nous ne voulions pas perdre le contrôle de la situation. Le trafic d'alcool était une chose, mais donner à la pègre le pouvoir de faire élire un gouverneur à sa solde en était une toute autre. Il était de notre devoir de la combattre. Ici, à Tucson, notre Napoléon du crime était un type que nous appellerons Stéric, si vous le voulez bien. Pour la galerie,
Stéric s'occupait de restauration. Il était propriétaire de 3 établissements. Vous voyez le genre de boîte, n'est-ce pas? Gin et bourbon servis dans les tasses à café et des machines à sous dans les toilettes. C'était l'homme clé du syndicat du crime. Il contrôlait les fonds du syndicat. Toutes les grosses transactions passaient par lui. Ce n'était pas son argent, la plupart du temps, mais la quasi-totalité des fonds passait par son bureau. C'était lui qui tenait la comptabilité de l'organisation. Nous savions que si nous arrivions à pincer Stéric et à mettre la main sur ses livres de comptes, nous pourrions paralyser le milieu pendant un bon bout de temps. Le pouvoir de Stéric ne cessait de croître et il fallait y mettre un terme. Mettre un terme aux agissements de la pègre. Mais comment? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Naturellement, les agents fédéraux, de leur côté, cherchaient également à le coincer. Ils voulaient le boucler pour fausse déclaration de revenus. Mais les uns comme les autres, nous n'eûmes guère de succès dans nos premières tentatives. Nous savions que Stéric gardait des livres de compte détaillés, mais à chaque fois que nos officiers de police se présentaient avec leur mandat de perquisition, les livres disparaissaient comme par enchantement. Nous avons alors compris qu'il n'y avait aucun moyen de résoudre ce problème dans la légalité. La situation devenait explosive, car il devait bientôt y avoir une élection primaire au poste de gouverneur. Le candidat à la solde de Stéric avait de bonnes chances d'obtenir sa nomination. Or, si nous permettions à la pègre de parachuter cet homme au siège du gouverneur, nous savions que nous devrions faire face à une situation dramatique. Le seul moyen d'empêcher cela, c'était de mettre Stéric en prison. Une réunion secrète eut lieu au tribunal, avec des personnalités triées sur le volet. Il y avait le chef de la police, 2 de ses adjoints, le maire et moi-même. Aucun de nous n'était à la solde de Stéric. Nous avons tenu un véritable conseil de guerre. En fin de compte, il fut décidé que je serais chargé, et moi seul, de m'occuper du cas de Stéric. On me donna carte blanche. À ce moment-là, j'avais 3 dossiers en instance de jugement. En réalité, j'en avais une bonne douzaine, mais seuls 3 d'entre eux ont eu de l'importance dans notre affaire. Il y avait d'abord un certain Mendes. Mendes qui, au moment de son arrestation, avait par malchance les poches pleines de billets de loterie clandestine. Mendes servait de coursier à Irving Stéric. Les 2 autres accusés, arrêtés pour délits graves, étaient des escrocs à la petite semaine, travaillant pour leur propre compte. L'un était faussaire, impliqué dans un trafic de chèques, l'autre perceur de coffre-fort. Il avait réussi à s'introduire dans la chambre forte de l'une des banques de la ville, mais s'était fait piéger par un système d'alarme silencieux. Il avait été cueilli en flagrant délit en sortant de la banque avec le magot. En raison du danger qui nous menaçait et de l'autonomie qu'on m'avait accordée, je pris la ferme résolution de, danger qui nous menaçait et de l'autonomie qu'on m'avait accordée, je pris la ferme résolution de, tourner la loi. Voilà où je voulais en venir, Harry, en vous racontant cette petite histoire dont la moralité est bien intéressante. Je pris Mendes à part et lui fis subir un interrogatoire serré. Je lui laissai entendre que, s'il acceptait de nous fournir certaines informations, nous pourrions abandonner les charges qui pesaient contre lui. Sans lui donner de précision sur ce que nous désirions apprendre, je lui posais toutes sortes de questions concernant Stéric et les diverses opérations menées par la pègre. À la plupart des questions, d'ailleurs, il refusa de répondre en me faisant remarquer que s'il se mettait à table, comme on dit, il se ferait liquider à la minute où cela saurait dans le milieu,
et il ne répondit qu'à celle des questions qui lui paraissaient les plus innocentes. C'est ainsi que je parvins à obtenir l'information que je recherchais sans qu'il s'en rendît compte. À son insu, Mendes m'avait appris où se trouvaient les livres de compte d'Erving Sterick, c'est-à-dire toute la comptabilité de l'organisation. Comme je m'en doutais, les registres étaient en sécurité dans un coffre-fort. Ce coffre était celui d'une agence immobilière située sur North Avenue. Il s'agissait d'une entreprise qui s'occupait à la fois d'assurance et d'immobilier. Une couverture tout à fait légale pour des opérations illicites. La société était au nom d'un des cousins de Erving Sterick. Je suppose qu'on devait y effectuer de véritables transactions immobilières et d'assurance, mais c'était aussi l'endroit où était tenue la comptabilité de Sterick, dans un bureau situé à l'arrière du bâtiment. 2 ou 3 comptables y travaillaient à plein temps. La nuit, il y avait un gardien sur place. En plusieurs occasions, Mendes avait pu voir le coffre. C'était un énorme bloc compact de la marque Kessler, bien trop volumineux pour être enlevé. De plus, il était protégé par un système d'alarme électrique et constamment sous surveillance. Quand les comptables n'étaient pas là, le veilleur de nuit prenait la relève. Les élections primaires devaient avoir lieu en juin. Nous étions en avril. Il nous restait environ 7 semaines pour agir. Je fis alors comparaître le faussaire au tribunal. Il était accusé d'avoir émis de faux chèques pour un montant de plusieurs milliers de dollars, mais pouvait en prendre pour des années si des poursuites étaient engagées contre lui. Il le savait d'ailleurs, c'était un homme d'un grand sens pratique. Tous les deux, en tête-à-tête, nous trouvâmes rapidement un terrain d'entente. En échange de certains services qu'il accepterait de nous rendre, il serait, je le lui promis, reconduit à la frontière de l'État et il n'y aurait plus jamais d'avis de recherche lancé contre lui. Cela n'avait rien d'illégal, bien entendu, c'était une décision que je prenais. Je n'abandonnais pas les charges qui pesaient contre lui, je prenais simplement la décision de ne pas le poursuivre, moyennant certains services ainsi que je vous l'ai dit. Puis, je passai à l'interrogatoire du perceur de coffre qui eut lieu également en tête-à-tête. Et je conclus également un accord avec lui. Jusque-là, je n'avais pas enfreint la loi. Enfin, pas encore. L'étape suivante requérait la connivence de la police. Je me rendis donc au bureau du commissaire principal et parvint à m'assurer sa collaboration dans ce que j'avais prévu, sans lui dire ce que j'avais en tête. Le gardien de nuit assurait un service de 12 heures. Il arrivait le soir vers 7h, 7h30 et rentrait chez lui le lendemain matin aux environs de 7h30, 8h. Le coffre était généralement fermé et n'était pas gardé, sauf la nuit, par le veilleur. Ce dernier était un jeune parent d'Erving Sterick, un garçon de confiance, pas très intelligent, mais profondément loyal et costaud, comme il se doit. Il avait pour instruction de détruire le contenu du coffre au cas où quelqu'un se présenterait avec un mandat de perquisition. En ce qui concernait les installations de sécurité, en plus du signal d'alarme électrique, il y avait un mécanisme actionné par un commutateur posé sur l'un des bureaux. Ce mécanisme permettait la mise à feu de capsules de phosphore à l'intérieur du coffre. Mais il était clair que le gardien de nuit ne devait agir ainsi qu'en toute dernière extrémité, au cas où les papiers risqueraient d'être saisis par la police. Ce gardien de nuit avait un petit casier judiciaire, rien de très important, mais cela nous fournit un excellent prétexte pour passer à la partie suivante de mon plan. Je m'arrangeais pour faire sortir de prison nos 2 larrons, le faussaire et le perceur de coffre. Je les conduisis dans ma voiture jusqu'à un terrain vague, situé à moins d'un pâté de maison de l'entrée de service de l'agence immobilière d'Erving Sterick. De là, nous pouvions surveiller le bâtiment.
Il était environ 8 heures du soir. Les comptables avaient déjà regagné leur domicile et le gardien de nuit était à son poste, tout seul, dans l'arrière-salle. Une voiture de police arriva et 2 inspecteurs en sortirent pour aller frapper à la porte de service située à l'arrière du bâtiment. Il y eut un échange de paroles entre les 2 inspecteurs et le veilleur de nuit à travers la porte. Bien évidemment, d'où nous étions, nous ne pouvions pas entendre leur conversation, mais je vis un des officiers de police sortir son revolver et cogner à la porte avec son arme. Le gardien finit par ouvrir et se montra à contre-cœur. Un des policiers l'interpella brutalement et je vis le gardien, à la fois fâché et surpris, sortir son portefeuille et montrer ses papiers d'identité. Puis, il fit mine de rentrer dans l'arrière-salle. Il avait probablement l'intention de passer un coup de fil pour signaler qu'on venait l'arrêter. Mais, comme nous en étions convenus, les inspecteurs ne lui laissèrent pas le temps d'atteindre le téléphone. Ils l'arrêtèrent et lui passèrent les menottes avant de l'embarquer dans leur véhicule, laissant derrière eux la porte de service légèrement ouverte. Le gardien de nuit devait être bouclé dans une cellule sans pouvoir communiquer avec l'extérieur jusqu'à 6 heures le lendemain matin. Puis, il serait relâché avec toutes nos excuses pour cette malencontreuse erreur de nos services. Entre-temps, dès que la voiture de police eut disparu, je pénétrai en compagnie de mes 2 acolytes dans l'agence immobilière et fermai la porte derrière moi. J'étais armé et mes 2 complices le savaient. Ils n'avaient aucune chance de m'échapper. Toutefois, notre collaboration fut des plus cordiales. Le perceur de coffre opéra le premier. Avant de s'attaquer à la serrure elle-même, il lui fallait repérer le système d'alarme et le neutraliser. Le coffre-fort devait être ouvert manuellement. Pas question d'utiliser des explosifs ni une perceuse, pour la bonne raison que je ne voulais pas qu'on y trouve par la suite la moindre trace d'effraction. Cela lui prit bien jusqu'à minuit passé. Il travaillait avec un stéthoscope et de la toile-émerie. Il n'avait pas d'autre outil. Il se servait de la toile-émerie pour affiner à intervalles réguliers le bout de ses doigts, tandis qu'avec une lenteur méticuleuse, il faisait tourner les 2 cadrans à chiffres. Son stéthoscope appliqué contre l'acier, il guettait le déclic des goupilles. Pendant un moment, je crus qu'il n'arriverait pas à l'ouvrir. Mais finalement, le coffre-fort céda. Il avait fallu 5 heures pour y parvenir. Ce fut alors au faussaire et à moi de prendre place près du coffre béant. J'en inspectai rapidement le contenu, jusqu'à ce que je tombe sur ce que je cherchais, les livres de compte de l'organisation du crime. J'éprouvais, je vous l'avoue, un véritable frisson d'excitation de pouvoir ne serait-ce que jeter un coup d'œil sur ces documents. Ils apportaient une foule d'informations sur les méthodes de travail et les activités de la pègre. Il fallut à notre faussaire la quasi-totalité des 7 semaines qui restaient avant les élections pour accomplir sa tâche de copie. C'était un travail, je l'avoue, monumental. À mon avis, il n'avait pas volé sa remise en liberté. En compagnie du perceur de coffre, ils furent conduits en train sous escorte de la police jusqu'à El Paso, où tous 2 furent libérés. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Nous disposions encore de 3 jours avant les élections primaires. Je n'étais pas sûr que cela suffirait pour en infléchir les résultats, mais il nous fallait courir le risque. Sans même chercher à garder le secret, je présentai devant la Cour suprême une demande de mandat pour effectuer une perquisition dans les locaux de l'agence immobilière et saisir les registres comptables et les documents concernant les activités criminelles d'Irving Sterick. Naturellement, la nouvelle de notre attaque précéda notre venue. Au moment où j'arrivais sur les lieux avec notre équipe d'inspecteurs,
Le coffre de l'arrière-salle avait été vidé et ne contenait plus que quelques dossiers, des contrats d'assurance, des actes de vente de terrain, etc., strictement légaux et au-dessus de tout soupçon. Le personnel de l'agence avait été rassemblé dans la salle du coffre au moment de son ouverture. Je m'attardais un moment dans le bureau du devant avant de rejoindre tout le monde dans l'arrière-salle. Je fis remarquer à l'inspecteur responsable que notre mandat nous donnait le droit de fouiller les lieux intégralement et pas seulement le coffre-fort. Je lui ordonnai donc d'examiner l'agence de fond en comble. Quelques instants plus tard, et je ne manquais pas de manifester bruyamment mon étonnement, un jeune inspecteur découvrit un lot complet de registres comptables uniquement consacrés à des activités illicites dissimulées dans les 2 derniers tiroirs du bureau d'un employé dans la première salle. La suite de l'histoire vous paraîtra sans doute aussi prévisible que décevante, j'en suis persuadé, mon cher Harry. Erwin Sterrick fut arrêté. Nous ne disposions pas d'assez de temps pour empêcher son candidat d'être élu, mais à la suite des révélations faites au cours du procès, il dut se retirer de la course. Le comité électoral désigna un autre candidat, un homme honnête, celui-là, qui fut élu le moment venu. Erwin Sterrick passa 17 ans au pénitencier de l'État et y mourut. Mais votre serviteur, ce jeune et ambitieux procureur adjoint, poursuivit sa carrière en tant que procureur du comté, puis comme juge. Mais, voyez-vous, Harry, la question que je me pose est la suivante. La cause de la justice a-t-elle été bien servie? Voyez-vous, la défense avait engagé une kyrielle d'experts pour apporter la preuve que les documents étaient des faux et qu'ils n'étaient pas de la main de Sterrick ni de ses comptables. Or, à la surprise générale, ces experts, commis par la défense, avaient établi que les documents étaient authentiques. Tout simplement parce que c'étaient les vrais registres. Voyez-vous, quand nous avions ouvert le coffre-fort cette fameuse nuit pour photographier les documents, mon ami, le perceur de coffre-fort, avait noté la combinaison et me l'avait confiée après avoir terminé son travail. J'en connaissais donc les chiffres par cœur. La nuit précédant la perquisition officielle, à ma demande, 2 policiers sont venus arrêter à nouveau ce pauvre veilleur de nuit. Ils l'ont juste emmené jusqu'à leur voiture qui était garée au coin de la rue. Le gardien n'était pas resté plus de 5 minutes, éloigné du coffre-fort, mais cela m'a suffi pour m'introduire dans l'agence et ouvrir le coffre-fort et substituer nos faux documents au véritable registre. Puis, le lendemain, ce sont les documents authentiques que j'ai dissimulés dans le bureau d'un employé. Ainsi que vous pouvez le constater, nous n'avons trompé personne. Nous nous sommes présentés avec un mandat de perquisition. Nous avons trouvé précisément ce que nous cherchions. Les livres de compte d'Erwin Sterrick. Les vrais. En ce qui concerne le procès, tout était parfaitement légal. Nos preuves n'étaient pas truquées. Nous n'avons trompé personne. Mais, dans le même temps, j'ai dû enfreindre une demi-douzaine de lois pour coincer ce bandit. Alors, comment voyez-vous les choses, Harry? La fin justifie-t-elle les moyens? Faut-il appliquer la loi à la lettre? Voyez-vous, Harry, à vrai dire, même après toutes ces années de bons et loyaux services, je vous avoue que je n'ai toujours pas répondu à cette question.
C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, la fin et les moyens de Brian Garfield.